Voyage en récit, Richard Millet. et Geoffroy Scrive. Richard Millet, à ce nom, peut-être certains auditeurs changeront-ils de chaîne ou d'émission. Vous avez été, et vous êtes parfois évité, vous avez été écarté, attaqué, et même détesté. Et si je reprends ce mot, c'est parce que vous l'écrivez vous-même, dans ce petit ouvrage publié à l'époque chez Pierre-Guillaume Deroux, intitulé « De l'antiracisme comme terreur littéraire ». Vous écrivez « Je suis un des écrivains français les plus détestés. Position intéressante qui fait de moi un être d'exception. Exceptionnalité que je partage néanmoins avec quelques-uns, toujours les mêmes, au demeurant fort peu nombreux, et que je m'abstiendrai donc de nommer pour ne pas donner à nos accusateurs l'occasion de penser que nous constituons une confrérie ou que nous nous réjouissions d'être maudits. » Est-ce encore aujourd'hui, après avoir écrit ce livre et beaucoup d'autres, nous les citerons au cours de cette émission, votre position aujourd'hui en 2024 qu'être cet écrivain détesté, Richard Millet? Plus que jamais. Plus que jamais. C'est-à-dire que je n'ai même plus d'éditeur, disons, parisien, et que, à part, disons, CNews, où je vais de temps en temps, je n'ai pas de voix au chapitre. D'ailleurs, il n'y a peut-être plus de chapitre, il n'y a plus que de la propagande, par-ci, par-là, et voilà. Donc les chapitres, il y a aussi les vôtres que vous nous laissez. Nous avons ici quand même quelques-uns de vos nombreux ouvrages. On va citer quelques titres. Évidemment, La Confession négative, 2009. Langue fantôme, Richard Millet, pareillement aux éditions Pierre-Guillaume Deroux, suivi de donc le fameux éloge littéraire qui vous a valu cette fameuse affaire Millet. Nous pourrons y revenir si vous le souhaitez. Plus récemment, donc, des poèmes. Nous allons reparler de la poésie, intitulé L'entrée du Christ dans la langue française, chez l'éditeur EST, je ne sais pas. EST, édition Samuel Tastet. Voilà. Il y a bien sûr, aux mêmes éditions, un petit récit, Aux Anges, et on pourra citer également aussi La Voix d'Alto. Nous avons là encore le tome numéro 5, publié au Provincial, de votre journal, sur lequel nous pourrons nous appuyer également pour cette conversation. Alors, s'il fallait peut-être vous laisser le choix des armes, si j'ose dire, y a-t-il un sujet, y a-t-il un livre dont vous aimeriez peut-être plus parler? Peut-être le journal qui est publié récemment? Oui, au fond, c'est le dernier, et c'est peut-être le plus important pour moi en ce moment, dans la mesure où ce tome-là, en tout cas, résume les 10 années ou quelques qui m'ont fait passer de chez Gallimard au goulag ou à la relégation dans la grande banlieue, c'est-à-dire dans nulle part, d'une certaine façon. Il y a dans beaucoup de, je sais pas si on peut employer le mot d'amertume, la mort est très présente. Évidemment, on suit aussi votre histoire familiale. Il y a évidemment la figure très importante dans ce livre qui était celle de votre père. Oui. Et puis, il y a aussi de nombreuses personnes féminines. Il y avait Béatrice, qui depuis n'est plus. Est-ce que l'écrire, le relire pour l'amener à cette édition fut quelque chose pour vous de douloureux, ou alors est-ce un travail de relecture et de discernement, tel un exercice auquel nous invite parfois notre foi chrétienne? C'est un examen de soi-même, disons. J'allais pas dire un examen de conscience, ce serait aller trop loin peut-être. Encore que. Il se trouve que depuis plus d'1 an, je suis plongé dans Kierkegaard, ce qui pourrait, lui-même auteur d'un journal, mais pas tout à fait du même genre que celui-là. Mais en tout cas, examen de soi constamment. Et peut-être plus que ça, puisque depuis 4 ans, disons depuis que je suis veuf, le journal a pris une importance encore accrue, et disons qu'il me sert presque de fil d'Ariane dans un labyrinthe dont je vois finalement à peu près l'issue, mais je ne connais pas très bien le chemin encore. Donc c'est un exercice que vous faites actuellement, d'écrire, de continuer à écrire votre journal. Tous les jours. Et c'est cet exercice-là qui vous permet cette introspection? Non seulement cette introspection, parce que dans les romans et les récits ou dans la poésie, c'est aussi
une forme d'introspection, mais un peu différente. Disons, ça c'est une introspection directe, le reste est détourné, ce sont des détours qu'on prend. Mais parfois les détours amènent plus à la vérité que, disons, le face-à-face. En tout cas, en ce qui concerne l'écriture. Ce sont des paradoxes assez faciles, mais si vous voulez, on fait avec ce qu'on a. Donc, en tant qu'écrivain, parfois, la sincérité paye, parfois elle ne paie pas. Donc, le roman ou le récit ou le poème permet de dire beaucoup de choses. La musique aussi, pareil. Oui, alors il faudra revenir sur la musique, mais quand vous dites que la sincérité ne paye pas toujours, vous faites évidemment, je pense, écho à ces 2 petits livres publiés chez Pierre-Guillaume Deroux, de l'antiracisme comme terreur littéraire et le langue fantôme, je suppose. Par exemple, oui, par exemple. Je me souviens que Solers, une fois, m'avait dit « Mon cher Richard, vous avez eu quelque chose de terrible, c'est que vous avez donné des noms. Et il ne faut pas donner de noms. C'est comme dans la mafia, le milieu littéraire. Donc effectivement, j'avais dit tout le mal que je pensais de Leclésio, par exemple. Et effectivement, c'est la raison principale. Ce n'est pas le texte sur Breivik. C'est la raison principale de mon éviction du système, d'avoir attaqué les grandes vaches sacrées et d'avoir dit qu'au fond, c'était creux. Donc, ces grandes vaches sacrées, pour reprendre votre terme, Richard Millet, ont-elles pu prendre, à charge ou comme exemple ou prétexte cet éloge littéraire pour justement se venger? C'est exactement ce qui s'est passé. Peu importe finalement ce que vous écriviez quelque part. Absolument, puisque c'est votre pensée. On n'a pas lu le texte, on s'est contenté du titre, éloge littéraire d'Andras Breivik. Personne n'a voulu voir que c'était bien entendu ironique. Car si ça avait été un réel éloge, je serais passé au tribunal, puisque c'est l'éloge d'un terroriste, d'un criminel. Donc, ça n'a pas été le cas. Donc, vous voyez, le milieu, disons, littéraire, cherchait à m'atteindre depuis longtemps, à cause de ma position chez Gallimard. Donc, c'était... Bon, ils ont pris ce prétexte-là et ça fait un scandale et voilà. Est-ce que aujourd'hui vous estimez que vous vous en êtes remis ou subissez-vous encore, intérieurement ou du point de vue extérieur aussi, les effets de cette attaque? Intérieurement, non, parce que j'ai quand même eu le temps de me blinder contre tout ça. Mais économiquement, oui, puisque lorsque je publie un livre, il n'y a quasiment aucun article, que beaucoup de libraires refusent de vendre mes livres et que je n'ai aucune, à peu près, à part vous et quelques autres, aucune place dans le système médiatique. Donc, si vous voulez, c'est une manière de me condamner à une mort économique dont les effets sont effectivement parfois pénibles. Alors, ouvrons peut-être quelques pages de ce journal, donc tome 5 au Provincial, couvrant les années de 2011 à 2019. Quelques passages m'ont marqué. D'ailleurs, cela aurait pu peut-être constituer une introduction à notre propos, quand vous écrivez « Comment faire en sorte que ma pauvreté soit encore une force ?» Alors évidemment, on peut penser à cette parole de l'Évangile, c'est « Quand je suis faible que je suis fort », et vous mettez en corollaire cette citation, une lettre aux Romains, chapitre 13, « La nuit est avancée, le jour est proche, rejetons donc les œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de lumière. » C'est un entraînement au quotidien pour vous que de se rappeler ce verset et d'essayer de l'appliquer dans sa propre vie? En tout cas, de le méditer constamment. Et cette question de la pauvreté et des armes, fussent-elles de lumière ou non d'ailleurs, ne cesse de monter. Je crois qu'au fond, cette affaire, il y a 12 ans, m'a permis de devenir pauvre, au sens symbolique, disons. Et cette pauvreté m'a servi à devenir peut-être davantage ce que je suis. Beaucoup de gens me disent « Est-ce que tu ne regrettes pas d'avoir écrit ça, d'avoir publié ?» Je dis « Pas une seconde. Si je l'ai fait, c'est que je devais le faire. » Et voilà, c'était dans une logique autobiographique et intellectuelle. Dans le fait de ne rien regretter, y a-t-il encore, et toujours, je pense, un attachement certain, opiniâtre, pourrait-on dire, à la vérité et à la clamer? Ah, toujours. Et ça, certains disent que c'est pathologique, d'autres, je dirais plutôt que c'est ce que je ne peux rien faire d'autre, si vous voulez.
Lorsque vous êtes extrêmement pauvre, vous n'avez plus rien à perdre. Donc, si vous aviez quelques hésitations concernant la vérité, stratégique par exemple, ou que vous ne vouliez pas perdre votre place parmi les puissants, là, la pauvreté vous fait voir que c'est exactement ce qu'il faut faire, la dire. Alors, quand vous l'écrivez, quand vous la constatez, par exemple, on vous suit, on suit vos traces pour venir jusqu'ici dans le RER A, vous écrivez ce que vous observez, que ce soit les passagers, ça peut être la foule, ça peut être le spectacle qui se déroule devant vos yeux, et vous l'écrivez dans votre journal, ou alors dans ces livres que nous avons pu citer. Est-ce que le fait de l'écrire est pour vous, un exercice du solitaire, et on pourra revenir aussi sur votre solitude, ou est-ce que cela est pour vous l'occasion d'éveiller le regard et la conscience chez vos contemporains? Y a-t-il une notion au-delà de l'égoïsme, si je puis dire? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, la question du témoignage, donc du témoin, est une question cruciale. Premièrement, les gens ne regardent plus rien, n'entendent plus rien, et peut-être même ne veulent plus rien voir. En revanche, ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils sont vus, eux, et que ce qu'ils voient ou prétendent voir ou avoir vu est en réalité une vision qui leur est dictée par la propagande, l'idéologie du système avec un grand S. Je veux dire par là que aussi bien le clampin dans le métro que le prétendu écrivain qui publie à la rentrée littéraire est exactement dans la même situation, c'est-à-dire qu'il y a un refus de voir. Donc un refus de témoigner, bien évidemment, puisque si vous êtes écrivain, d'une certaine façon, vous témoignez, vous avez une vision des choses, une vision du monde. Donc on s'aperçoit que on ne veut pas voir, et que nous voulons pas voir, on construit un monde, disons, idéal ou préfabriqué, et ce qui est extrêmement inquiétant. On s'éloigne de la vérité extrêmement loin. Allons plus loin. Il y a un philosophe, bien qu'il ne soit pas chrétien, que j'aime beaucoup, qui est Guy Debord, qui nous disait que dans un monde entièrement inversé, c'est-à-dire le nôtre, la vérité, le vrai n'est plus qu'un moment du faux. Alors c'est extraordinaire parce que on est complètement dans l'inversion. Aujourd'hui, toutes les valeurs, le bien avec un grand B, après lequel tout le monde belle est en réalité une figure triomphante du mal. Et ça, les gens ne veulent pas le voir, ou plutôt ils s'en accommodent, ils s'en contentent. Mais pardon, je continue si vous permettez. Or, dire par exemple ce qu'on voit dans le métro, c'est-à-dire dire qu'on voit qu'un Rome est en train de voler ou des choses comme ça, ça ne se dit pas normalement. Il faut pas dire Rome, il faut dire un mendiant ou quelqu'un qui vient d'un pays de l'ex-Union soviétique, enfin bon, etc. Vous voyez des périphrases. On est dans les périphrases. Or, l'écrivain, c'est celui qui va directement, aujourd'hui, qui n'a pas le temps peut-être de faire de périphrases et qui va directement à la vérité. Qui donc évite ces périphrases du politiquement correct. Exactement. Ceci dit, ça se paye de les éviter. Voilà, c'est tout. Peut-être peut-on, justement, à ce niveau de conversation, faire une citation de l'antiracisme comme terreur littéraire. Et donc raciste aux yeux de nos dévots, celui qui ose s'interroger, avec Claude Lévi-Strauss, sur le seuil de tolérance à ne pas dépasser quant au nombre d'étrangers qui s'installent dans un pays, surtout s'ils le font avec le dessein de ne pas s'assimiler. Vous revenez sur le fait qu'à la 3e génération, ils continuent à avoir toujours les mêmes prénoms et que ce ne sont pas des prénoms pour vous, Français. Donc s'assimiler à la population indigène. Le verbe s'intégrer ne disant qu'imparfaitement le devenir français de l'étranger, et l'assimilation supposant un renoncement à ce qu'on a été. Là aussi, vous dites, noir sur blanc, ce que vous constatez, ce que vous pensez. Mais oui, mais il se trouve que quand même j'ai été professeur pendant 20 ans et que j'ai pu voir dans les banlieues de Paris ce qu'il en était. Donc ce que j'ai vu il y a 20 ans maintenant n'est rien à côté de ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, oui. Bon. Tout ce que je dis là, Lévi-Strauss et Renan l'avaient déjà dit. Oui. Renan qui disait dans Qu'est-ce qu'une nation, si vous voulez devenir français, c'est à la condition d'oublier la culture d'où vous venez. Donc voilà, c'est très simple. Assimilez-vous. Et de ce constat, de cette observation, vous passez au verbe s'interroger en écrivant quelques pages plus loin. Il est donc devenu, même avec la caution, encore une fois là, de Claude Lévi-Strauss,
Impossible de s'interroger sur le seuil de tolérance ou sur la couleur des gens, leur origine, le caractère de ce qui est français, la nation, la faillite de l'enseignement, la culture comme universalisation du mensonge, bref, tout ce qui dégrade un réel que la propagande tente d'escamoter mais qui ne cesse de ressurgir dans la violence de sa vérité. Donc là, si je suis bien votre raisonnement, on observe et on s'interroge. Et aujourd'hui, vous regrettez le fait que on ne voit plus ou on ne veuille plus voir, et donc on perd cette faculté de s'interroger, qui est par nature même le travail de l'écrivain et même du philosophe. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Ti esti en grec. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, voilà. Donc, mais c'est un confort de ne pas s'interroger au fond. Finalement, tout va bien. Tout va bien, donc. Richard Millet, puisque nous abordions cette figure par 2 fois de Claude Lévi-Strauss, permettez-moi de glisser sur un autre sujet d'une conversation à l'époque entre Claude Lévi-Strauss donc et Bernard Pivot. Bernard Pivot, au cours de la conversation, lui fait cette remarque. Je remarque aussi, Claude Lévi-Strauss, que vous employez à bon escient et toujours avec élégance l'imparfait du subjonctif qui s'emploie rarement maintenant. J'ai un certain amour de la langue, disons, et de ses ressources. Et au fond, je ne vois pas pourquoi ce français qui a été un instrument de communication tellement parfait qu'il y a eu une époque où toute l'Europe le préférait aux langues du cru, pourquoi on l'appauvrirait de certains de ses moyens d'expression. Je suppose que vous êtes d'accord avec ce propos de Claude Lévi-Strauss et que vous déplorez l'usage de notre langue qu'on entend aujourd'hui. Oui, je pense que si Lévi-Strauss entendait ce qui se parle aujourd'hui, pardon, je dis ce qui se parle, puisque c'est plutôt que ce qui se dit, parce qu'il ne se dit rien, il serait effaré. Il serait effaré. En fait, la syntaxe française est en train de se briser comme une vieille dent, vous voyez, et ça pose beaucoup de problèmes d'articulation mentale et même de perception des choses. Et de perception des choses, bien sûr. Donc, je ne sais pas très bien. Je pense que la plupart du corpus littéraire et philosophique sera illisible, ou est déjà probablement illisible. À l'heure où sort une biographie consacrée à Michel Serres, son propos me revient. Il avait été plusieurs fois invité, notamment à la librairie à Brest, Dialogue, et au cours de la conversation, il avait rapporté ce propos. Il se trouvait à déjeuner en plein Paris avec un ami philosophe anglo-saxon, qui lui avait dit « Michel, je n'aimerais pas qu'il arrive à ma langue ce qui arrive à la tienne. » Et Michel Serres de lui demander pourquoi. Il dit « Regardez votre espace public, vous trouvez aujourd'hui plus de mots en anglais dans votre espace public, sur les devantures de vos magasins, la communication, que de mots en allemand pendant l'occupation. » C'est une image frappante. Est-ce que vous pensez qu'elle se justifie aujourd'hui et que un effort pourrait être fait justement pour à la fois respecter notre langue et donc respecter notre point de vue, respecter notre façon de voir, notre façon de dire les choses et donc nos rapports entre nous. Déjà, ne serait-ce que pour peut-être l'unité même de la nation. Je l'aurais aimé, mais je suis obligé de vous répondre par la négative. Je pense que c'est fini. C'est complètement fini. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans le franglais, disons, que dénonçait Etiamble il y a 50 ans. C'est lui qui avait créé d'ailleurs cette notion de franglais. On est dans une pidginisation du français et par l'anglais, ou plutôt par le basic English. Et vous avez même certaines armatures qui sont entrées dans, disons, dans le langage courant. On vous dit, regardez, c'est les nouveaux gâteaux by Brossard, vous voyez, ou des choses comme ça, ou My TF1, My Peugeot, etc. Je ne plaisante pas, c'est comme ça que ça s'appelle les sites, My Peugeot. Donc, quand on arrive à My Peugeot, c'est pas une simple question sémantique, c'est pas juste un mot qui manque au français, mais c'est que l'articulation même commence à être atteinte par ce virus et que c'est extrêmement grave. Je sais pas, une jeune femme me disait récemment, je traverse une période assez dark de my life, donc je veux bien que ça soit un peu du snobisme parisien, mais je suis pas sûr que ça soit ça. Je pense que on commence à penser dans cette espèce de créole franco-anglais c'est irréversible. Alors comment pouvons-nous accueillir, à vos yeux, le fait que l'Académie donne le mot de la fin au dictionnaire?
Est-ce que vous pouvez encore trouver une source de satisfaction que des personnes s'intéressent, ici à l'Académie française, à notre langue, à revoir, donner des définitions, des mots, des illustrations pour ce dictionnaire? Est-ce que ça représente pas quelque chose de quand même de positif? Non, à partir du moment où l'Académie n'a aucun rôle, disons, de prescription véridique, en tout cas n'a aucun moyen de les faire appliquer, je vois pas pourquoi. Bon, c'est une occupation de dames et de messieurs très chic, et voilà. Alors, puisque vous parlez de dames et de messieurs très chics, donc des académiciens, j'ai tourné quelques pages de votre journal. Chez Boisséon, ce soir, Florence Delay me dit « Je ne pensais pas qu'un homme comme vous était désespéré. » Alors, cette phrase aujourd'hui, pouvez-vous nous l'expliquer? À propos de quoi était-ce? Et quels peuvent être aujourd'hui vos rapports avec quelqu'un comme Florence Delay, que nous avons eu la joie d'avoir à ce micro? À peu près aucun. C'était un ami qui nous avait mis en relation. Moi, j'aime bien ce qu'elle écrit. Enfin, voilà, c'est tout. C'est une figure que j'avais aimée aussi dans le film de la Jeanne d'Arc de Bresson. Donc, bien sûr. Et j'ai rien d'autre à dire. Je l'ai jamais revu, si vous voulez. Donc. Passons, si vous le souhaitez, Richard Millet, à un thème qui m'est cher, évidemment, parce qu'il m'arrive de jouer en orchestre, encore récemment Symphonie du Nouveau Monde, ou 4e de Bruckner, ou Symphonie de Gustave Mahler, à la musique. En parcourant les presque 600 pages de ce journal, en vous lisant dans vos romans, ou dans vos essais, la musique est partout présente. Nous réalisons cette conversation, et il se trouve derrière nous un piano, je sais que vous jouez. Est-ce qu'il est possible de vous poser cette question après tous ces écrits, après toutes ces attaques? Que représente pour vous la musique? Est-ce qu'elle est une source de consolation, ou une échappatoire, ou également un moyen, une source de rencontre? Si je réponds par l'une ou par l'autre de vos suggestions, je tomberai peut-être dans des clichés. Il y a de ça, bien sûr, mais c'est plus que ça pour moi. C'est presque la compagne secrète autant que la littérature, disons. De toute vous la mettez au même rang? Ah oui, même plus haut. Ah oui. Ah, plus haut, oui, bien sûr. Auriez-vous préféré être musicien qu'écrivain? Certainement. Compositeur, oui, bien sûr. Ah oui. Ah oui, je suis sidéré par certains amis compositeurs. Vous voyez ce que fait Marc-André Dalbavie, par exemple, c'est absolument extraordinaire. Ou certaines choses de mon ami Régis Campo. Vous voyez, je suis assez épaté, mais épaté au sens presque enfantin, si vous voulez. Pourquoi ils arrivent à faire ça et pas moi? Donc, mais remarquez, eux sont aussi parfois impressionnés par certains des textes qu'ils lisent. Donc, ce qui nous amène parfois à collaborer sur un opéra, par exemple, sur Gesualdo avec Marc-André Dalbavie. On a fait un opéra ensemble. Non, disons, la musique m'impressionne beaucoup parce que là, c'est un domaine où on ne peut pas tricher. Un mauvais écrivain peut faire réécrire plus ou moins par les éditeurs son texte, si vous voulez. Compositeur, c'est plus difficile. Je parle de musique savante, pas de musique avec l'intelligence artificielle ou avec un synthétiseur. Et à partir de ce moment-là, si vous regardez aussi les grands compositeurs, ce sont des gens qui vous donnent des leçons aussi importantes que les grands écrivains. Auquel pensez-vous, par exemple, là, tout de suite? Je pense à Bach, bien sûr, parce que c'est toujours Dieu le Père, d'une certaine façon. Le 5e évangéliste. Mais voilà, exactement. Et je pense, mais aussi à des gens, si vous voulez, dont la vie a été assez terrifiante, comme Bruckner. Qui avait des mentions pathologiques assez grandes, ou malheur aussi d'ailleurs, mais sur un autre plan. Ou Shostakovich, disons, cette double vie dans l'URSS, de Staline notamment. Et par exemple, je pense, si vous voulez, aux 15 quatuors de Shostakovich, qui est une espèce de journal intime absolument fabuleux, qui dit tout sans dire un mot, enfin vous voyez, dans une époque de propagande et de répression terrifiante. Enfin, vous voyez, donc ça, c'est des choses qui... J'ai pas besoin de lire quelque chose dessus, ça parle tout de suite. Ça parle tout de suite, ouais. Donc vous y revenez sans cesse? Ah, mais constamment, oui. Mais aussi bien, si vous voulez, des chants grégoriens jusqu'à, je dis, Dalbavie ou George Benjamin, enfin des gens, ou Thomas Hades, enfin des contemporains absolus, vous voyez. Oui, c'est aussi, est-ce que vous avez conscience de ça en écrivant pendant votre journal, qu'en le donnant à publier,
vous allez permettre au lecteur d'aller chercher quelque chose qu'il ne connaît Je pas. l'espère, surtout pour la musique. C'est Ça, une j'aimerais espérance pour beaucoup. Ah oui, j'aimerais beaucoup, vraiment. J'ai écouté hier des œuvres de Eun Suk Shin. Vous voyez, c'est une coréenne. Oui. Attendez, je dis pas de bêtises, je suis tellement fatigué parce que je souffre de insomnie chronique et c'est l'heure du jour où je commence à devenir à demi somnambule. Donc, elle a écrit par exemple 6 études pour piano, qui sont d'une difficulté épouvantable. Et on peut les trouver sur YouTube avec la partition, si vous voulez. C'est extraordinaire. Elles sont aussi difficiles, à mon avis, que celles de Ligeti, qui sont Il n'est pas réputé pour sa facilité. Voilà. Ou que celles même de Pascal Dussapin, vous voyez, il en a écrit 6, je crois, ou 7, qui sont extraordinairement difficiles. Alors ça, je suis fasciné par ça. Donc vous y essayez au piano? Non, je peux pas. C'est trop difficile pour moi, beaucoup trop difficile. Mais je lis la partition en même temps que j'écoute. Et c'est aussi important pour moi que de lire Faulkner ou Balzac, donc ou Bossuet. Alors, une simple question de lecteur que j'essaye d'être, mais lisez-vous, écrivez-vous ou écoutez-vous parfois des choses plus faciles, ne serait-ce que pour le repos du guerrier, si j'ose dire. Oui. Il faut parfois un peu se détendre. Du jazz, beaucoup de jazz. Ah oui. Notamment les pianistes de jazz, les grands pianistes de jazz, ça me fascine aussi parce que alors là, il n'y a pas de partition et les modulations de Bill Evans, par exemple, sont quelque chose de... Vous l'écrivez dans votre journal? Ah, je l'écris, d'accord. Que ça vous touche au plus profond. Ah, vraiment, hein, ou la vélocité géniale de Oscar Peterson, c'est quelque chose de... C'est époustouflant, quoi. Ils retombent sur leurs pieds, c'est ça qui... Oui. Ça, j'avoue que une admiration immense. Je peux écouter certaines chansons aussi, enfin bon... Mais plus rarement, disons. Donc je retiens quand même que vous auriez, vous poussez le mot jusque-là, et pour l'écrivain que vous êtes, ça n'est peut-être pas rien de le dire, vous auriez, si Dieu avait voulu, vous livrez plus à la musique qu'à l'écriture. Ah oui, bien sûr. Ah oui. C'est surprenant. Pourquoi ? C'est surprenant à partir du moment où on constate tous vos ouvrages. Oui, mais on peut se dire que je suis un écrivain dans le deuil du compositeur que je n'ai pas été, disons. Vous voyez ? J'ai beaucoup lu quand j'étais au Liban adolescent plutôt, des biographies de compositeurs, plus que d'écrivains. Il se trouve que mon père avait acheté une espèce de grand Larousse de la musique, et donc il y avait des photos et des biographies assez courtes de tous les grands écrivains. Et j'étais fasciné par ces gens-là. Voilà, il y avait un mystère, une énigme. Un nom que vous n'avez pas cité, êtes-vous fasciné aujourd'hui par l'homme et l'œuvre d'Arvo Pärt? Arvo Pärt, oui, bien sûr, oui. C'est quelqu'un qui me touche pour être près de, disons, sa foi chrétienne, disons-le, parce que c'est un Estonien, donc je pense qu'il est orthodoxe, je suppose. Et encore que... Et voilà, donc c'est quelqu'un qui réhabilite la messe, le Magnificat, une mention religieuse extraordinaire, même quand c'est pas d'un aveu immédiatement religieux. Vous avez par exemple son je sais plus le titre exact, In Memoriam, Benjamin Britten, qui est une œuvre d'une religiosité extraordinaire. C'est une déploration extraordinaire. Alors, vous parlez de la culture en général, et je voulais faire la distinction justement entre cette musique dont nous venons de parler, la littérature, et quand vous parlez de culture. La culture, par ailleurs, telle qu'elle se présente, est-elle aussi un instrument de propagande, d'obscurantisme. Alors évidemment, écrit comme ça, on a envie de dire c'est un sacré boom, vous mettez le pied peut-être dans une termitière. Comment la musique s'inscrit-elle ou ne s'inscrit-elle pas dans cette phrase? Ou quelle partie de la culture visez-vous en écrivant cela? Si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'on appelle culture n'est plus tout à fait la culture telle que vous et moi et quelques autres la partageons. C'est en fait ce qu'on appelle le culturel. Déjà, à partir du moment où il y a un ministère de la culture, ça devient quelque chose de suspect, parce que forcément, ça veut dire de l'argent, ça veut dire toute une courtisanerie, etc. Donc, si c'est politique aussi, ça veut dire propagande, etc. Donc le culturel, c'est plutôt quelque chose qui relève du divertissement, avec une espèce de teinte cultureuse,
pour faire passer les choses. En gros, c'est le Louvre, à condition de ne pas s'arrêter dans les pièces les plus intéressantes, mais faire un selfie devant la Vénus de Milo. Et vous voyez, c'est ça le culturel. C'est le sympa, comme on dirait, entre guillemets. Au fond, si vous voulez, qu'est-ce que c'est la culture? C'est, en gros, la musique classique, qui est le parent pauvre. Si on enlève l'opéra, la musique classique, c'est plus grand-chose. Je parle pour le grand public. C'est quoi? C'est un peu la figure éventuelle de Beethoven, avec ses cheveux comme ça. Ébouriffé, Parce que ça fait le compositeur romantique. Et c'est à peu près tout. J'ai remarqué une chose, c'est que dans les films où on vous montre un compositeur fictif, censé donc composer de la musique, disons, classique, ou en tout cas savante, vous n'avez jamais de musique véritable, vous avez toujours une espèce de vague imitation de musique néo-romantique ou debussiste, vous voyez. Donc ça veut dire que même la musique classique, donc acceptée, n'est plus tolérable par le public, le grand public. D'ailleurs, un ami compositeur que je ne peux pas citer parce qu'il aurait des problèmes, me disait que ses étudiants au conservatoire ne supportent pas d'écouter une symphonie en entier. Vous l'écrivez dans votre journal. Je l'écris aussi, bon, pardon, je me répète, mais voilà, donc ça m'avait frappé. Mais vous avez la même chose pour les romans. La plupart des gens disent Proust, c'est absolument génial, ils n'ont pas lu, vous voyez. Ils ont lu peut-être un extrait de la Madeleine et c'est tout. Oui. Donc on est là, on est dans le citationnel, dans le divertissant, dans l'iconique, mais pas dans le texte, ni la musique, ni la spiritualité des choses. On est nulle part, au fond. Et dans le momentané. Oui. Les vidéos TikTok. Oui, c'est ça. On a déjà conscience qu'en faisant une demi-heure de conversation, Richard Millet, nous ne serons quasiment pas écoutés. Ah, mais c'est probable. Ceci dit, ne soyons pas absolument, c'est moi qui vous dis ça, absolument pessimistes. Je note. Il y a ce qu'on appelle des électrons libres, et c'est ça qui nous intéresse. Vous en faites partie, très probablement, sinon vous ne seriez pas là. Je veux dire, vous n'appartenez pas à un système. Je veux dire, vous n'avez pas bon. Et donc, je vois pas mal de jeunes gens, disons de votre génération, qui m'écrivent, si vous voulez, qui sont pas dans le système, qui n'ont pas envie de réussir. Vous voyez, comme les gens ont envie de réussir aujourd'hui après des écoles de commerce, des choses comme ça. Et donc, ils sont libres et qui n'ont rien à faire de ce qu'on peut penser de ceci ou de cela, qui sont pas dans l'idéologie, qui ne supportent pas le mensonge contemporain, et donc qui lisent, mais qui lisent vraiment. Est-ce que ce mensonge passe aussi par... nous sommes passés de la culture au culturel, et là j'ai passé du culturel à peut-être un des artefacts de ce culturel que sont les prix littéraires. Vous me dites qu'ils lisent. Quel attachement accordez-vous aux prix littéraires aujourd'hui? Et en complétant par ce propos, rejoindriez-vous la position d'un certain Paul Léoton en son temps, affirmant au micro que quiconque recevait un prix littéraire était déshonoré? Oui, je veux dire que comment dirais-je, vous avez un tabou aujourd'hui qui est que l'édition va très mal, beaucoup plus mal qu'on ne le dit. Donc, comme elle va très mal pour deux raisons. Un, il y a beaucoup trop de livres, et deuxièmement, il n'y a plus de lecteurs. En tout cas, il y a de moins en moins de lecteurs. Donc ça fait beaucoup de choses. Il y a de plus en plus de gens qui écrivent et de moins en moins qui lisent. Et en plus, s'ajoute à ça, il y a beaucoup de gens qui écrivent et qui se publient eux-mêmes et qui inondent, enfin bon. Donc, face à ça, il s'agit d'essayer de réguler les choses, et donc on a instauré en France le système des prix. Il doit y avoir plus de 1000 prix littéraires en France qui ne font pas vendre, à part 2 ou 3, le Goncourt et le Renaudot. Tout le reste ne fait pas vendre, mais ça fait chic, et il n'y a plus non plus de critique littéraire véritable. Donc avouez que ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup de choses, donc ça veut dire que, on publie des livres qu'on ne lit pas pour qu'ils ne soient pas lus, mais pour faire marcher le système de rotation du système éditorial qui, lui, engendre de l'argent. Je m'explique. Lorsque vous publiez un livre, peu importe s'il est acheté ou pas, il y a des gens qui gagnent de l'argent à faire circuler le livre de l'éditeur jusqu'à la librairie et après le retour. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le système de diffusion-distribution. Donc ça a l'air de rien, c'est extra-littéraire, mais c'est une composante importante du système éditorial. Ensuite, les prix littéraires. Personne n'a confiance dans le Goncourt ni dans rien du tout. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est bidon, que c'est traficoté, etc. Donc, il se trouve que là aussi, on va chercher des électrons libres
ou chez de petits éditeurs, de tout petits éditeurs. Et là, vous avez effectivement Samuel Tastet ou Olivier Véron des Provinciales, ou Pierre-Guillaume Deroux, le regretté Pierre-Guillaume Deroux qui est mort il y a 3 ans, et qui sont des gens qui, au fond, n'attendent plus rien, disons, du système, c'est-à-dire de la presse littéraire, qui est d'ailleurs quasiment inexistante, et qui, au fond, font exister les livres, mais à très peu d'exemplaires. Oui. Donc il faut se résoudre à ce très peu d'exemplaires, de même que le public de la musique savante est finalement très restreint. C'est ce que j'allais vous poser une question. Comment allez-vous chercher les œuvres que vous écoutez, parfois des œuvres très peu connues, et comment allez-vous chercher justement ces tout petits éditeurs aujourd'hui ? Les petits éditeurs, c'est bon pour les provinciales, c'est Olivier Véron qui m'avait écrit pour avoir un texte sur mon rapport à Israël à travers ma catholicité, Israël depuis Beaufort. Et pour Samuel Tastet, c'était quelqu'un qui vivait à l'époque où j'étais passé à Bucarest. Il vivait là-bas et nous avions sympathisé en 2006 et nous sommes retrouvés il y a 1 an et demi et donc il m'a dit j'aimerais te publier si tu veux. Donc puisque tu n'as plus ou presque plus d'éditeurs, voilà. Les choses se font comme ça. Alors ça m'amène à cette question. Ces éditeurs aujourd'hui, avec le regretté Pierre-Guillaume Deroux, sont-ils pour vous des amis ? Et quelle place faites-vous dans votre vie aujourd'hui à l'amitié ? C'est peut-être la seule chose sur laquelle je puisse compter, parce que n'étant plus dans le système de réseau, je parle pas des réseaux sociaux, je parle de réseau, disons que je connaissais chez Gallimard, oui. Je n'ai plus que ça, disons. Vous-même, vous êtes passé par un ami, Bertrand Lacarelle, vous voyez, donc qui m'a dit je vais, etc., quelqu'un de très bien. Oui. Non, mais c'est important parce que c'est comme ça que les choses se font. Oui. Nous établissons des espèces de constellations un peu erratiques, vous voyez, dans nos vies difficiles où un tel parle de, vous voyez, et donc c'est comme ça que les choses se passent. Alors effectivement, ça peut être décevant dans la mesure où, à côté des blockbusters et des grands médias et des grands éditeurs, ce n'est presque rien. Économiquement, c'est rien du tout. Mais au moins, on peut publier des textes qui touchent, vous voyez, et qui toucheront d'autres personnes encore. Donc c'est ça qui... Alors, à vous écouter, Richard Miller, puis à vous lire, pardonnez-moi cette question peut-être un peu abrupte, mais vous a-t-on déjà posé cette question de savoir si vous souffriez du symptôme du complexe de supériorité par rapport à d'autres écrivains ? Non, pas du tout. Je reviens au fait, au tout début de notre conversation, où vous aviez eu le malheur d'en citer quelques-uns. Oui, non, mais pas du tout. J'ai publié un texte il y a une 20aine d'années chez Fata Morgana qui s'appelait « Le dernier écrivain ». Et beaucoup d'imbéciles ont prétendu, qui n'avaient bien sûr pas lu le livre, que je me prenais pour le dernier écrivain. Ce qui est quand même... et du coup, m'ont fait une espèce de réputation de type hautain et pluant, ce qui n'est pas du tout ça. Je disais que le dernier écrivain, nous étions quelques-uns à l'être. Ça veut dire, dans le déclin ou la décadence de la culture et de la langue, nous étions quelques-uns, un certain nombre d'écrivains, à être les derniers écrivains. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce que certains, en leur temps, n'auraient pas pu, comment dire, avoir le même raisonnement, le même constat ? Je ne sais pas, moi, on va remonter... peut-être à des opposants, par exemple, du dadaïsme ou du surréalisme. Ils auraient pu dire, si c'est ça, la littérature qu'on nous vend aujourd'hui, et celle qu'on nous promet à l'avenir, peut-être sommes-nous les derniers réels écrivains. C'est pas une question esthétique, ni une question idéologique, le dernier écrivain. C'est simplement une question, une constatation. C'est-à-dire que, au fond, ce que je disais tout à l'heure, tous ces livres, toute cette musique qui nous porte, vous et moi et quelques autres, deviennent de plus en plus inaudibles ou illisibles, simplement parce qu'ils ne savent plus, ils sont plus capables mentalement de les lire, c'est tout. Alors, entre nous, oui. Qui peut lire, par exemple, Absalon de Faulkner, qui est quasiment une espèce d'immense phrase, vous voyez, de 400 pages. Qui peut lire ça? Il faut plonger dans ce fleuve. Les gens le souffle court. Ils ne veulent pas. Tout le monde n'a pas forcément non plus vos capacités.
J'aime aussi beaucoup les œuvres courtes, j'aime beaucoup les nouvelles, j'aime beaucoup les choses plus légères, plus faciles aussi. J'aime beaucoup, même certaines pièces de Feydeau me réjouissent. Oui, non, mais pourquoi pas, je veux dire. Mais voilà, les pièces de Racine qui sont d'une brièveté 5 actes, Ou Molière, qui est capable, lui, de tabler un peu, si je puis dire, sur les deux tableaux. Autant des répliques très brèves et puis des monologues à n'en plus finir. Bien sûr. Non, c'est une question de disposition d'esprit. Il n'y a plus la disponibilité intellectuelle et morale pour ça. Alors, je vais revenir à Claude Lévi-Strauss, si vous permettez, à ce stade-là. Nous sommes encore dans cette conversation entre lui et Bernard Pivot, et la question était de parler du propos, le fait que Claude Lévi-Strauss a eu des propos retardataires sur l'enfant créateur. D'ailleurs, dans le regard éloigné, vous consacrez un chapitre à l'enseignement, et vous l'intitulez, je veux dire drôlement, « Propos retardataires sur l'enfant créateur ». Autrement, vous dites, je sais qu'on ne m'écoutera pas. Hein. Ils étaient doublement retardataires, parce que c'était des choses que je n'avais pas dites au moment où j'aurais dû les dire, et qui ensuite paraissent retardataires à beaucoup d'éducateurs contemporains. Oui, évidemment retardataires, parce que vous y faites l'éloge de la contrainte de l'école. Je n'en fais pas l'éloge, j'essaye de montrer que c'est un élément essentiel de toute éducation, quelle qu'elle soit. Et qu'on se fait de grandes illusions quand on s'imagine qu'il suffit de libérer la spontanéité créatrice. Une spontanéité créatrice qui ne vient pas buter contre quelque chose, n'arrive pas à se manifester et se réaliser. Et alors je suis absolument stupéfait quand je vois dire on ne doit pas proposer à un jeune lycéen un vers de Racine comme thème de composition, et en même temps dire on doit lui donner une feuille de papier et des crayons de couleur et le laisser s'exprimer, se manifester, comme si le vers de Racine n'était pas une résistance tout à fait comparable à celle du papier, à celle des crayons, et qu'il faut maîtriser une matière pour arriver à s'exprimer. Vous citez d'ailleurs 4 vers de Richard Wagner. « Apprenez les règles des maîtres pour qu'elles vous aident à préserver ce qu'en vos plus jeunes années, le printemps et l'amour vous ont révélé. » Et pourtant, ça a été un grand révolutionnaire en musique. Oui, c'est vrai. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute ? C'est l'éloge de la contrainte. Bien sûr. Le problème, c'est que cette affaire de contrainte, aujourd'hui, puisque tout le système éducatif, médiatique, littéraire est aux mains de la gauche, et encore le sera pour bien des années encore, ne supporte pas ce mot. C'est un mot rédhibitoire, donc contrainte égale réac, enfin tout ce que vous voulez. Il y a une polysémie de ce mot qui fait que il est inadmissible. Or, on s'aperçoit de plus en plus que l'école publique cherche des contraintes, mais ne sait pas comment les imposer. Parce que là, il ne s'agit plus d'un vers de Racine, il s'agit d'éviter le couteau du Tchétchène qui va vous égorger, vous voyez. Ou la hache dans le RER. Ou la hache dans le RER. Donc, oh là, c'est quand même une autre paire de manches. Si l'on peut dire. Voilà. Pardon. Mais moi, je trouve ça absolument terrifiant. Non pas la hache ni le couteau, mais je parle de ce refus des règles, des contraintes, etc. Puisque il ne s'agit plus non plus de... ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est la question de la langue, l'apprentissage de la langue. Or, on s'aperçoit que la plupart des élèves ne savent pas bien la langue et qu'ils arrivent au bac en ne la sachant qu'à moitié, au fond. Je parle même pas de l'orthographe, je parle de la syntaxe et de l'histoire de la langue. Donc, à partir du moment où vous avez des gens qui sont bacheliers sans maîtriser la langue et qui prétendent pour certains devenir écrivains sans maîtriser la langue, vous avez affaire à quoi ? Vous avez affaire à non pas des gens qui savent la langue, mais des gens qui sont, au fond, parlés par par le système, bientôt par l'intelligence artificielle. À mon avis, c'est déjà le cas. Et donc, ça veut dire que vous n'avez plus affaire à des sujets pensants, ni même parlants. Vous avez affaire à des boîtes d'écho qui récitent ou qui se font les porte-paroles de tout ce qu'ils entendent et ce n'est même pas un clip, même devient quelque chose de trop long. Vous voyez, donc il faut que ce soit encore plus bref que ça. Pour rendre des choses un peu plus sérieuses, souvenez-vous ce que disait Orwell à propos de la langue. Oui. À partir du moment où la langue n'est plus maîtrisée,
D'autres vont le faire à votre place et ça sera pas juste une question de discours, ça sera aussi une question de vivre et de liberté. Et on est en plein dedans. On est en plein là-dedans aujourd'hui. Reprenons un peu le fil des rencontres au détour de quelques pages de votre journal. Nous croisons la personnalité très atypique d'un avocat, celle de Jacques Vergès. Pouvez-vous nous raconter cette rencontre, ou ces rencontres, peut-être l'avez-vous vu plusieurs fois, je ne sais pas. Non, je ne l'ai vu qu'une fois, puisqu'il est mort peu après. Il voulait me rencontrer après l'affaire, donc une fois que les choses étaient retombées. Et donc Pierre-Guillaume Deroux s'était fait l'écho de ce désir, et donc je me suis dit, voilà, c'est un personnage. Ah oui. Et donc effectivement, je l'ai rencontré, mais il était un peu déjà éteint, probablement malade, et me semble-t-il, donc c'était rue au quai Voltaire. Et il m'a dit, notant entre autres choses ceci, que Robespierre et Saint-Just... Voulez-vous que nous citions le passage? Comment? Voulez-vous que nous citions le Oui, passage? allez-y, lisez-le, ça sera mieux que mes souvenirs. Chez Marie-Christine de Solage, quai Voltaire, dans l'appartement où est mort l'auteur du dictionnaire philosophique. Jacques Vergès est là, qui fume ou tête son cigare. Un peu dur de la feuille, élocution parfois embarrassée. Tout tourne autour de lui. Brillantissime dès qu'il prend la parole. Salle à manger aux murs tapissés de miroirs et de boiseries, bougies, domestiques hindous, visage sculpté par la lumière frémissante, on se croirait dans une scène de Barry Lyndon. Peut-être faudra-t-il, cher Millet, que nous revenions sur le sujet du cinéma. Quelqu'un évoque les Gallimards, qu'on ne recevrait jamais, car trop vulgaires. On a envie de dire, boum, dans un certain monde, c'est-à-dire chez notre hôtesse, comme celle-ci le confirme. La France est avant tout une langue, dit Vergès, qui poursuit ainsi, citation, « Imaginez-vous Robespierre ou Saint-Just massacrant cette langue ? Ils eussent envoyé à l'échafaud celui qui eût commis une faute de syntaxe. » On peut dire qu'il avait le propos mordant. Et il se lance dans un discours sur l'ange de la terreur, avant de s'éteindre. On a l'impression d'être à cette soirée. Ah non, mais c'est assez fabuleux, oui. Je remercie Pierre-Guillaume de m'avoir permis de rencontrer ce personnage avec lequel, bien sûr, je suis pas d'accord sur ses causes, bien sûr, mais peu importe. Il suffit, pour avoir eu l'occasion de réaliser à ce micro une conversation avec un procureur de la République ayant participé au procès de Klaus Barbie, effectivement, quand on lit toutes les archives de ce procès-là filmées, on se demande parfois où il peut diable aller chercher certains arguments. C'est assez étonnant. Bon, mais le personnage méritait le détour. Ah oui. Ah oui. Et le cadre aussi. Ah oui. Cette salle à manger est extraordinaire. Ça m'avait... Oui, je me souviens très bien de cette soirée. Alors passons peut-être des ombres ou pénombres de cette soirée à ces personnages peut-être aussi de l'ombre. Il faut revenir sur le fait que Maître Vergès a passé des années sans que personne ne sache où il était, ou presque personne. À la lumière dont nous parlions au début de la conversation, j'aimerais revenir évidemment sur un sujet de foi. Et lié à la foi, je reviendrai évidemment. Je pense qu'il faut parler, vous avez parlé un peu du Liban, on aurait pu en parler plus, mais il y a aussi une partie spirituelle, évidemment, au Liban que vous connaissez bien, notamment avec l'église maronite. Vous avez écrit ici donc des poèmes. C'est assez étonnant de voir un écrivain peut-être égalant Proust dans la longueur de ses phrases à passer à la poésie, ou quand on achète un livre de poésie, on a l'impression d'acheter quand même du papier blanc, il faut quand même le préciser. Donc vous arrivez à écrire des vers, c'est beaucoup plus condensé, c'est beaucoup plus court, et c'est pétri aussi de votre foi. Il faut peut-être y revenir là-dessus. Oui. Écoutez, ça faisait une dizaine d'années que je tournais autour de... Je n'ai jamais cessé de lire de la poésie, en fait. Jamais. Il se trouve, même quand j'étais chez Gallimard, j'avais beaucoup de manuscrits de poésie à lire, donc professionnellement. Et j'étais ami avec Guy Goffette, Jacques Rédin, enfin, oui, donc, je connaissais des poètes. Donc j'ai jamais cessé de lire de la poésie, et depuis une dizaine d'années, j'en écrivais comme ça, dans des cahiers pour moi, comme ça, sans me sentant trop humble devant cette activité un peu étrange.
Et finalement, j'ai décidé que le titre, je l'avais en tête depuis aussi bien des années, et je me suis dit, c'est un titre qui peut paraître provocateur. Vous en avez l'habitude. J'en ai l'habitude, mais qui ne l'est pas, en fait, qui dit bien ce qu'il veut dire, à savoir que c'est disons, une sorte d'épiphanie quotidienne, chaque fois qu'on parle ou qu'on pense en français, disons, qui est notre langue maternelle, d'une certaine façon, on peut se dire aussi que le Christ y est, ou y arrive, ou y descend, enfin, comme vous voudrez. Au fond, c'est ça que ça veut dire. C'est pas du tout l'entrée historique, la première traduction de la Bible en français. C'est ça qui m'habitait. C'est un livre que je voulais écrire. Je voulais rassembler ces poèmes autour d'une thématique, celle, disons, vous avez parlé tout à l'heure de pauvreté. Là, on est au-delà de la pauvreté, de la dimension du crachat, de l'abjection, de ces choses-là, où je pense que la figure de Christ peut être lisible. Alors si je dis que la figure de Christ est lisible dans un crachat, personne ne va comprendre, mais je pense que certains moines pourraient très bien comprendre ce que je veux dire, à savoir qu'il y a de l'humain, de l'humanité plutôt, et donc de l'humanité en tant qu'elle est reliée au Créateur, jusque dans l'insoutenable, l'invisible. Je parle pas au sens moral, je parle au sens physique, si vous voulez. Car un crachat, c'est aussi le miroir de nous-mêmes. Donc, puisque ça vient de nous. Alors bon, c'est tout à fait discutable, provocateur, tout ce que vous voulez, mais après tout, ça ne l'est pas plus que frère, souviens-toi que nous allons mourir, disons, ou que certaines austérités, disons, de Chartreux, des choses comme ça. Je veux dire par là que je suis très fatigué du sirop qu'on entend dans les églises catholiques à la messe, très déçu, bien sûr. En homélie, là en particulier? Non, pas l'homélie, l'espèce de chant comme ça que vous voyez, je me dis avec le patrimoine qu'a l'Église. C'est une amie ukrainienne qui est d'ailleurs ma filleule, qui est du rite ukrainien catholique. Je suis allé donc à son baptême puisque parrain, et j'ai été frappé par les chants ukrainiens qui ressemblent beaucoup aux chants bien sûr orthodoxes, mais là vous avez une espèce de mélopée constante autour de la cérémonie. Et là on entend, elle me disait, mais quand elle m'accompagne parfois à la messe catholique, elle me dit, on a l'impression que c'est Mylène Farmer, quoi. Donc et encore. Je me demande comment on peut tomber si bas du point de vue de ces chants. Peut-être parce que vous revenez assez là-dessus, mais déjà on voit une certaine évolution dans ce pays à partir des années 70, et puis aussi je reviens à cet éloge de la contrainte dont parlait Claude Lévi-Strauss. On a peut-être mis au placard certaines partitions pour laisser libre page blanche. Mais rien du tout. Au fond, c'est insipide. Oui. C'est insipide. Mais si c'est insipide, ça veut dire que ça façonne aussi l'esprit, l'insipidité. Alors, quand vous avez, par exemple, l'organiste qui, lui, ne va pas accompagner ces cochonneries, mais qui va jouer, je sais pas, un petit choral de Bach ou une pièce de Handel, je sais pas, mais de Buxtehude, vous voyez une différence, un contraste tel qu'on se demande où on est par moment. Vous voyez, c'est... Donc, je souffre beaucoup de ça. Et donc, ce recueil, d'une certaine façon aussi, d'une manière d'aller plus loin pour moi, je parle pas... dans cette espèce de questionnement, disons, de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut, de ce sur quoi à quoi on peut s'accrocher pour ne pas désespérer complètement. Et peut-être faut-il aller au fin fond du plus difficile de nous-mêmes pour trouver des choses tangibles. Donc finalement, on peut louer le travail de certains chefs de chœur aujourd'hui, qui peut-être non lors d'une messe, mais au moins lors d'un concert, nous permettent de réécouter des œuvres qui ne sont plus tellement sorties. On peut penser à Thomas Tallis, on peut penser à Hockey Game, on peut penser à... Ah mais Dieu merci, Dieu merci. Mais pourquoi pas à l'église? Peut-être par peur de passer pour vieillot. Mais alors là c'est fini.
Dès qu'on a peur de passer pour ce qu'on n'est pas, on peut se dire que c'est la mort annoncée. Donc voilà. Alors revenons à la poésie, parce que pour avoir d'ailleurs longuement parlé notamment du lien entre la philosophie et la poésie avec quelqu'un comme Pierre Magnard, à un moment donné votre propos m'a amusé, vous disiez que qui lisait encore Supervielle? Eh ben je dois confesser en avoir lu, et même assez suffisamment, pour proposer à ce micro une conversation avec le moine poète Gilles Baudry, moine bénédictin de Landévennec. Donc oui, il y a encore, Richard Millet, il y a encore des gens qui lisent Supervielle, même si c'est presque sectaire, si je puis dire. Je ne sais pas si vous avez pu le lire, ou qu'est-ce qui vous a donné l'idée que plus personne ne le lisait lui, et plus généralement la poésie en général qui n'était plus tellement parcourue? Non, c'est bien sûr je taquine un peu les choses là en disant ça, mais disons que Supervielle n'est pas le poète le plus immédiat auquel on pense. C'est vrai. Et pourtant, le bœuf et l'âne de la crèche, c'est un propos admirable. Oui, mais disons qu'il n'a pas une figure, c'est pas Éluard, c'est pas, Aragon. C'est pas Apollinaire, c'est même pas Prévert, il est insituable. Oui. Mais il y a des poèmes magnifiques, ça, je suis bien d'accord. C'est pas ça que je voulais dire, Non. Mais bon, c'est toujours la question, ce genre de questions provocatrices que je peux poser, que vous pouvez voir dans ce journal ou ailleurs, c'est toujours le fruit d'une angoisse aussi. C'est-à-dire, au fond, est-ce que tout ça ne va pas disparaître? Oui. Alors justement, pour que ça ne disparaisse pas, vous nous surprenez à réécrire dans le texte, ici, le Notre Père, en grec. Vous nous le donnez à lire en grec, et vous complétez en disant, ce sera peut-être la fin de notre conversation, fais comme le recommande Simone Weil, donc la philosophe, apprends-le dans cette langue et récite-le toi le plus possible. Et je crois même qu'elle ajoutait lentement. Comme le latin de la Vulgate, le grec ancien t'est familier et te reconduit à ton enfance, à la clarté méditerranéenne, autant qu'à l'invisible. Alors, est-ce que pouvez-vous nous éclairer sur la nécessité pour vous d'écrire ce Notre Père en grec et de citer Simone Weil dans ce journal, personnalité évidemment philosophique importante pour un catholique aujourd'hui, dont nous avons longuement pu parler là encore avec Pierre Magnard lorsqu'il fut proche de Gustave Thibon et de Simone Pétremont. Mais d'abord, Simone Weil fait partie de ceux qui m'accompagnent. Et il suffit de lire, de rouvrir par exemple les cahiers de Marseille ou de Londres, etc., pour être électrisé par certaines phrases. Bon, c'est tout, ce sont des décharges immédiates. Ensuite, la question moi, il se trouve que j'ai été catéchisé en latin au Liban, donc j'ai assisté à la messe en latin, enfin en grande partie en latin. Et donc je ne vois pas pourquoi on a éprouvé le besoin d'en revenir aux langues nationales pour cette affaire. Je veux dire, Dominus vobiscum, tout le monde savait ce que ça voulait dire. Donc au moins aurait-on dû maintenir un certain nombre de formules qui donnait une solennité extraordinaire, et voilà, ça va avec les chants, hein, tout ça, bien entendu. C'est aussi au Liban que j'ai appris le latin, et c'est aussi au Liban que j'ai commencé le grec, et ancien, et effectivement, pour moi, il est associé à la lumière de Beyrouth, enfin bon. C'est tout, c'est une expression presque poétique, mais quand vous dites poétique, c'est pas juste le temps qu'il fait, c'est pour moi quelque chose qui a une dimension symbolique profonde, et voilà. Alors peut-être pour finir, ma toute dernière question, Richard Millet, sera-t-elle celle-ci? Vous écrivez cette simple ligne: sans l'espérance, la foi n'est qu'un navire sans voile. Permettez-moi donc cette question. Aujourd'hui, vers quel horizon voguez-vous, Richard Millet? Je n'en sais trop rien. Je continue à chercher. Je continue à essayer de prier, parce que c'est pas si facile que ça. Bon, je continue à questionner ce grand mot d'espérance avec un grand E, sans lequel effectivement on sombre, ou sur lequel il n'y aurait pas de christianisme, tout simplement. Et puis voilà, donc ça devient à la fois très simple, plus difficile. On a laissé beaucoup de choses, j'en laisse de plus en plus derrière moi, avec plaisir. Enfin, je me dépouille peut-être de plus en plus du vieil homme à mesure que je vieillis. Et voilà, au fond, d'une certaine façon, il n'y a presque
plus que ça, cette question, ce dialogue avec moi-même à travers un certain nombre de grands textes et de grandes questions qui m'intéressent. Le reste, derrière moi. Merci Richard Millet.